Je suis le fondateur de la ferme Arc-en-Ciel à Ouéla. Je suis, depuis très jeune, je suis engagé pour une agriculture saine, peut-être plus loin que biologique, parce qu'il y a beaucoup plus en jeu. Je crois qu'il faut changer notre société fondamentalement. Et justement, d'après toi, quelle est la nécessité d'être un paysan engagé, militant à l'heure actuelle? Quel danger vois-tu à l'horizon dans le système actuel tel qu'il se fait au niveau de l'agriculture, du modèle agricole? Mais peut-être qu'il faut encore aller plus loin. Je crois que le modèle sociétal qu'on est dedans, avec l'industrialisation, nous a mené au bout de peut-être des êtres vivants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement concentrer sur l'agriculture, mais toute notre raison d'être, la raison de consommer, de produire, de rester dans le matérialisme, ça n'a plus de sens aujourd'hui parce qu'on sait qu'on est au bout et si on hésite encore longtemps de changer fondamental, ça sera probablement trop tard. Mais l'agriculture joue un très grand rôle aussi parce que c'est le plus grand destructeur de notre terre. On sait que l'homme, depuis qu'il a commencé à creuser la terre, on a créé 5 milliards d'hectares de désert. Et c'est un tiers de la terre arable. Et si on ne prend pas ça au sérieux, aussi pour la récarbonisation de la terre, on n'aura pas d'autre issue. Justement, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours personnel et aussi sur les recherches que tu as faites, que tu continues de faire pour justement trouver les solutions pour sortir de l'impasse finalement? Depuis qu'on est ici, ça fait 30 ans maintenant, je travaille avec des micro-organismes, que ce n'est pas une invention, mais c'est le résultat de recherche d'un Japonais qui s'appelle Higa. Il travaille à l'université de Ryukyu, à Okinawa. Et lui, il a rassemblé des micro-organismes positifs. Entre-temps, ça apparaît aussi ici en Europe, avec des autres familles de micro-organismes, parce que l'humanité, on ne connaît encore rien du monde microbien. Higa, il a estimé à cette époque qu'on connaissait 2%. Entre-temps, on reconnaît aussi le rôle réellement de la vie microbienne dans les sols, qu'il y a dans un centimètre cube ou dans un gramme de terre des milliards de micro-organismes qui sont tous collaborateurs dans les cycles de la vie. Et ça, ce n'est pas du tout considéré comme important encore aujourd'hui. Maintenant, avec les outils qu'on a, on a la capacité de s'approcher et de reconnaître la symbiose que toute la vie joue dans les sols. Entre-temps, on a, dans des conditions optimales, on sait que 1 hectare de terre contient environ entre 20 et 30 tonnes de vie dans les sols. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture qui peut porter 2-3 vaches par hectare, c'est ridicule. On peut oublier ça, comparé à la proportion dans les sols. Et c'est ça qu'il faut... il faut changer toute notre approche. L'agriculture se joue dans les sols et pas ce qui est sur le sol.
Il faudrait comparer les choses comparables. Si on prend une agriculture moderne, elle consomme plus d'énergie qu'elle crée. Parce que l'agriculture traditionnelle, basée sur la lumière et la chaleur solaire, elle était producteur d'énergie. Tandis que l'agriculture moderne est destructeur de l'énergie, et de l'énergie fossile surtout. Alors, nourrir la terre, c'est une vaste blague, c'est même plus, c'est du mensonge. Parce qu'aujourd'hui encore, on sait que le commerce international des aliments, ça ne représente 10, 15%, peut-être 20% dans certains domaines. Mais malheureusement, c'est eux qui font le prix, qui font du dumping aussi. Et ce n'est pas eux qui nourrissent l'humanité. Si vous prenez par exemple le livre de King, hein, sur la culture, 40 siècles d'agriculture en Chine, la Chine a nourri des milliards d'hommes, hein, avec une tradition et qui ne connaissait pas, disons, la mécanisation à outrance comme on la connaît aujourd'hui. Maintenant, la Chine est entrée dans ce créneau aussi et ils vont devenir importer de la nourriture, ce que l'Empire n'a jamais fait. Quelles seraient des pistes de solutions pour réenrichir la terre et revenir à un équilibre, un biotope naturel, voire amélioré? C'est clair, un des critères qu'on qualifie un sol, c'est le taux de humus. Nos sols industriellement démolis, ils contiennent parfois même plus d'un demi% de humus. Et les sols les plus riches qu'on a jamais décrits, et ça je connais, c'était une chercheuse autrichienne, elle a décrit des sols les plus riches rencontrés, c'était au Mexique, jusqu'à 65-70% le taux de humus. Mais ce qui est vraiment une absurdité aussi, quand on parlait ici un taux de humus de 5%, et on n'a pas mentionné la profondeur qu'on faisait les échantillonnages. Et j'ai entendu au mois de janvier l'année dernière un professeur autrichien qui a justement élaboré un modèle pour récarboniser le sol. Et il a dit pendant des années que l'agronomie et la recherche a triché, parce qu'avant, le standard était d'échantillonnage à 20 cm, et comme ça diminuait, alors on faisait tout un coup seulement de 10 cm. Ça veut dire tromper le monde. Mais on n'a jamais fait un tribunal pour des choses pareilles. Entre-temps, on ne peut plus nier qu'on a découvert en Amazonie un phénomène formidable qui s'appelle Terra Preta, mais on est au courant depuis 5 siècles. Il y a des documents qui parlaient déjà, mais ça s'était passé dans les oubliettes jusqu'à il y a 50 ans, qu'on a recommencé à reconnaître que ces sols créés par l'homme étaient dus à l'ajout du carbone. Et le professeur Ragam, qui est un professeur émérite, il a été systématicien universitaire toute sa vie, et lui, il présente aujourd'hui un modèle de récarbonisation du sol. Il a fait des calculs avec les autres chercheurs ensemble. Il est en discussion avec le gouvernement autrichien et allemand. Il a fait des calculs avec la conclusion que si la volonté politique était présente, on pourrait récarboniser nos sols
pour absorber les 400 milliards de CO2, milliards de tonnes de CO2 qu'on a augmenté depuis l'industrialisation, qu'on pourrait réabsorber ces 400 milliards de tonnes dans les sols en appliquant, c'est un chiffre énorme, c'est sûr, de 80 tonnes de charbon par hectare. Mais il étale ça sur une période de 10 ans et ça coûterait environ 3 000 € par hectare pendant 10 ans. Et le calcul dans toutes les dimensions était qu'un pays comme l'Autriche, elle pourrait, avec l'augmentation de la productivité des sols, stopper toute importation d'énergie fossile et elle est plus qu'autosuffisante. Elle produirait via la photosynthèse, avec la réforestation, 400% de la nécessité énergétique en Autriche. Les seuls pays apparemment qui ont compris ça depuis relativement longtemps, c'est le Japon et la Corée du Sud, qui ont une surface, leur surface cultivable couverte de plus que 60% de leur surface. Maintenant, il faut encore un effort supplémentaire pour augmenter encore. Les calculs existent aussi pour des autres pays, la France, l'Allemagne, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre au sérieux la photosynthèse. C'est seulement notre système avec notre soleil qu'on peut résoudre le problème à relativement court terme. Le bokashi, qui est aussi une expression japonaise, ça veut dire on fait une fermentation des éléments végétaux, fermentation lactique, et les micro-organismes sont une partie dans des différents groupes, sont des ferments lactiques. Et moi, je fais ça, disons, intensivement depuis 4 années, depuis le premier colloque où j'ai participé en Allemagne il y a 4 ans maintenant, de bokashi. Avec le bokashi, je fais du mulch, je ne l'incorpore pas parce que sur notre ferme, on refuse tout labour dès le départ, depuis 30 ans. On n'a jamais passé avec une charrue, ni des autres outils qui vont profondément déranger la vie microbienne dans les sols. Et depuis 4 ans aussi, je commence à utiliser le charbon qui vient de la terra preta. Et puis depuis 1 an, maintenant, je suis au courant aussi d'activer la photosynthèse parce que avec des thés de compost. J'ai vu des expériments et surtout des discours aussi des chercheurs et pratiquants en Suisse, en Autriche et en Allemagne, que la capacité de photosynthèse n'est pas du tout exploitée. Et j'ai vu comme exemple frappant, c'était peut-être uniquement pour la démonstration, un tournesol qu'ils ont réussi à faire croître jusqu'à 8,75 m. Comme exemple, naturellement, pour l'agriculture, ça n'a pas de sens. Mais je vous assure, il y a tout juste 10 jours que j'ai fait mon premier thé de compost que j'ai acheté. J'ai suivi un cours en Autriche il y a 1 mois et c'était un événement pour moi et je vais appliquer ça
J'ai déjà la mixture prête et dans les prochains jours, je vais l'appliquer pour la première fois sur la terre nue encore, ou qui n'a pas encore beaucoup de végétation, mais après aussi via le système d'irrigation, via le système de sprinkler sur les plantes. Et on a constaté, pas encore chez moi, mais il y a une étudiante de Gembloux qui va suivre cette recherche pour faire de mesures, parce qu'on a constaté qu'après une application de cette tisane, entre 2 et 3 heures après, ils ont constaté une augmentation jusqu'à 30% du contenu de sucre dans les jus. Ça veut dire que c'est une augmentation des tonnes de sucre supplémentaire dans les sols qui fait profiter les mycorhizes, qui sont les premiers ouvriers dans l'échange entre le vie minérale et végétale, qui vont augmenter avec l'apport de suppléments de sucre et qui vont grandir en échange avec les plantes. Alors ça va augmenter et c'est plus seulement fantaisie, c'est déjà prouvé dans maintes expérimentations. Et un des grands acteurs dans cette scène, Terra Preta, Charbon, Bokashi, etc., lui, il prétend maintenant, dans ses expériments, disons culture expérimentale, de récolter entre 20 et 25 kilos de végétaux, de légumes, par an, et par saison et par mètre carré. Ça fait rêver parce que nous, Serge et moi, c'est mon beau-fils, quand on faisait nos plans, planification de l'année suivante, de la saison suivante, on s'est basé souvent entre 2 et 3 kilos de commercialisables par mètre carré. Et si ça s'avérait vrai, si on pouvait diminuer au moins 2 fois, 3 fois la surface travaillée, ça voudrait dire qu'on peut libérer aussi le travail d'esclaves dans une production agricole pour regagner une certaine dignité de ceux qui travaillent. Évolution en fait au niveau du maraîchage, d'appliquer ce genre de technique au niveau de la rentabilité en fait. Oui, j'y crois et je crois que c'est le seul moyen actuellement que la dignité pour les producteurs ou ceux qui travaillent réellement la terre ou qui caressent, je préfère cette expression, parce que les consommateurs actuellement et la société en général n'est pas encore prête à accorder cette dignité. Parce que c'est toujours le prix et celui qui a l'argent qui dirige. Et vu que la mondialisation du commerce, ça permet de faire du dumping permanent en affamant des peuples lointains qu'on ne voit pas tous les jours, malheureusement. Il faut dire peut-être que moi j'ai bricolé avec du bokashi. C'était tout manuel et avec une production limitée. Ça veut dire qu'on n'a pas encore pu systématiquement appliquer tout ce que je voudrais sur toute la totalité de surface cultivée. J'ai un projet pour cette année d'arriver là en faisant peut-être un compromis avec la mécanisation pour la production du bokashi. Mais en petite échelle, j'ai eu 2 événements quand même qui m'ont frappé, un plus que l'autre. L'un c'était avec des pommes de terre, avec les gazorées, que j'ai obtenu une moyenne de 27 plantes, je n'exagère pas, je ne vais pas dire que c'est à grande surface,
mais que je suis arrivé à une moyenne de production par hectare de 85 tonnes interpolées par hectare. Mais l'événement qui m'a beaucoup plus frappé, et ça c'était une petite recherche d'un étudiant d'une école agricole, à Ciné exactement, qui a constaté dans une des parcelles où je fais des expériments depuis 2 années, avec du bokashi, avec 2 applications par an, qu'il a compté autour de 1000 vers de terre par mètre carré, et la moyenne des autres 5 échantillons dans des autres parcelles était autour de 150. Ce n'est pas 5% de plus, c'est 5 fois plus ou 6 fois plus, 600%. Et ça m'a fait bondir parce que le ver de terre, pour moi, c'est un des représentants de l'édafaune. Ça veut dire de la totalité de la vie dans un sol. Et là, il faut accrocher. C'est ça qu'il faut rechercher, d'augmenter la vie dans les sols. C'est eux, tous nos collaborateurs, et qui peuvent sauver la vie terrestre.